Bon ben, c'est vrai que David Lean, ses 4 derniers films, c'était un petit peu la surenchère depuis Le Pont de la rivière Kwai, Laurence d'Arabie, Le Docteur Givago, La Fille d'Oriane, La Route des Indes. C'est vrai qu'on est toujours dans des projets très coûteux, souvent historiques, souvent exotiques ou pas, c'est-à-dire qui se tournait plus dans ce confort du début de sa carrière, hein, puisque David Lean, il a démarré au départ en adaptant des pièces de théâtre d'un de ses compagnons de production, qui est Noël Coward. Et au fur et à mesure, c'est vrai que son cinéma, son style a évolué. Et en 84, il fait un film, j'ai envie de dire, comme s'il le faisait 30 ans auparavant. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui le découvrent ce soir, ça donne une espèce de charme et de parfum un peu bizarre, en fait, quand on repense que ce film, voilà, est produit et a été montré à des spectateurs en 1984, au moment où, par exemple, Brian De Palma fait Body Double, où Les Griffes de la Nuit sortent, où Patrice Lecomte sort Les Spécialistes, enfin voilà. C'est un réalisateur vieillissant, comme beaucoup de réalisateurs hollywoodiens. Et c'est toujours, c'est pour ça, quand tout à l'heure tu me demandais ce que je pensais du film, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et en fait, je sais pourquoi j'ai du mal à dire le fond de ma pensée. C'est que, comme pour La Fille de Ryan, c'est un film qui, moi, me remplit un peu d'amertume, de tristesse et de nostalgie sur un type de cinéma qui est en train de se faire et qui ne se fera plus, et encore plus pour celui-là. Alors après, il y a encore des réalisateurs de nos jours qui aiment faire ce cinéma-là. Moi, j'aime aussi voir du cinéma avec des vrais figurants, des vrais décors, parce que c'est important, et parce que bon, bah, quand on travaille sur des films, c'est ce qu'on a envie de voir et de faire, plutôt que d'avoir des figurants en images de synthèse. David Lean, moi, ça me renvoie tout ça, en fait, un amour, un cinéma que j'ai découvert petit, que j'ai aimé. Et c'est vrai que sortir La Fille de Ryan, pour moi, c'était pas anodin, parce que pour le coup, c'était un vrai film maudit, qui avait été vraiment très mal accueilli. Et une fois de plus, qu'il faut... C'est vrai que tu me demandes le contexte, mais là, je fais un contexte très général sur toute la carrière de David Lean, pour peut-être aussi vous donner envie de revoir ses films et de l'apprécier à travers ces infos-là. Mais c'est vrai que La Fille de Ryan sort en 1970, ou se fait au début des années 70, au moment où va naître ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood, c'est-à-dire au moment où une autre génération de cinéastes, d'acteurs, de techniciens vont faire le cinéma différemment, le produire différemment, le monter différemment, et surtout, ça va marcher. C'est-à-dire ce qui se faisait avant beaucoup dans les studios américains, ça va se faire différemment et pour moins cher. C'est surtout qu'il a subi des critiques assassines sur La Fille de Ryan, notamment de Pauline Kael, qui lui ont totalement coupé l'envie de réaliser quoi que ce soit ensuite pendant 14 ans, qu'il a consacré à des voyages exotiques, entre autres. Donc il était un peu à court de projet finalement, et quand on lui propose... en fait, c'est aussi le dernier roman de l'écrivain britannique Forster. Il se dit que c'est exactement ce qu'il lui faut. Et sauf que l'auteur n'a jamais été adapté encore, sauf au théâtre. C'est ça, c'est-à-dire que Forster, alors c'est marrant, c'est un écrivain que... Moi je suis un piètre lecteur, mais je connais les romans ou la littérature à travers les films. Vous connaissez donc, vous avez peut-être vu d'autres adaptations de Forster, comme Chambre avec vue, ou Maurice, ou Retour à World's End. Et c'est paradoxal parce que Forster, donc il est né en 1870, quelque chose comme ça. Il est mort en 1970, donc il a vécu très longtemps. Il a écrit ses romans les plus célèbres, dont La Route des Indes. C'est des romans quand même qui sont du début du siècle, donc je crois que c'est 1924, La Route des Indes. Et il a vu donc le cinéma arriver, il a été sollicité plein de fois, et il disait non, moi je veux pas du tout qu'on adapte mes romans. Il avait toujours dit non. Par contre, il avait dit oui à une indienne qui avait commencé à faire une pièce de théâtre d'après un épisode du roman. Donc il y avait déjà eu une petite brèche comme ça. Et donc les producteurs de David Lean, qui ont apporté le projet à David Lean pour La Route des Indes, sont rentrés en contact avec elle, ont commencé à lui promettre donc une adaptation, et après, pareil, en consultant après la mort de Forster et des collèges éminents de la littérature anglaise, ils ont fait en sorte que ça soit acceptable. Et Lean, alors c'est assez paradoxal aussi, parce qu'il avait un tempérament assez dur, malgré tout,
pour mener ses films et dans ses relations humaines, que ce soit avec ses comédiens comme ses techniciens. Quand il a reçu donc il était en relation avec cette femme-là pour faire une adaptation du roman entier, mais par contre il n'avait pas aimé la direction en fait, qui était trop appliquée et trop théâtrale, qui n'était pas assez cinématographique, si bien qu'il lui avait envoyé un long courrier pour la remercier. Et puis c'est assez marrant parce que il est crédité en fait pour ce film-là. Il avait été nommé 3 fois aux Oscars pour La Route des Indes comme réalisateur, monteur et scénariste. Ce qui est scénariste en l'occurrence en adaptant une pièce littéraire, parce que c'est vrai que la carrière de David Lean et tous ses films est toujours liée, à part La fille de Ryan, qui est bizarrement un scénario vraiment original, est toujours lié à une adaptation. C'est un film un peu funèbre, puisqu'il arrive trop tard dans sa carrière, trop tard dans son époque, et en plus qui signe des illusions perdues. Tout le film est basé sur cette quête initiatique trop forte pour les personnages. Mrs. Moore meurt de sa découverte. C'est-à-dire que l'Inde agit comme une puissance révélatrice. C'est pas tant une condamnation politique que vraiment un film en 3 temps, vraiment de façon très appliquée, thèse, antithèse et synthèse, sur l'installation, l'arrivée et la tentative d'amitié des personnages, puis le drame, et enfin l'impasse de l'entente entre l'occupant et l'occupé dans des conditions de rapport de force coloniaux. C'est à la fois des destinées personnelles. Enfin, je crois qu'on a tous compris que Godbole était le professeur, le vieux Brahman était le personnage clé du film, parce que c'est lui qui, qui est toujours avec les 4 personnages qui tentent de s'affranchir et qui les limite dans leur destinée, puisque le destin ne peut pas être contrarié par nature et les mènera de toute façon à l'interdit, la perte, le chaos, qui sont les éléments auxquels on fait face forcément quand on sort de sa condition. Quand on découvre ces derniers films de David Lean, en dehors d'être saisi ou aimer le grand spectacle, il y a aussi toujours ce rapport à la nature, comment c'est filmé, comment c'est vécu. C'est tout bête, c'est-à-dire que ce soit le désert, ou l'Irlande, ou ici l'Inde. Enfin, je veux dire, quand on a un tout petit peu voyagé, on n'est pas obligé d'avoir vécu tout ça, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui est assez fort dans comment c'est capté et comment c'est retranscrit. Et là, là, ça joue beaucoup, en effet, sur oui, des sensations, le soleil. Bon, après, c'est un personnage qui est très troublé, où en effet, il faut distiller aussi le doute de ce personnage et de ce qui va se passer jusqu'aux scènes des grottes. Mais alors par contre, il y a une scène qui est entièrement écrite et adaptée pour le cinéma, qui n'existe pas dans le roman, je ne sais pas si tu sais, c'est la scène où elle se promène seule en bicyclette à travers ce champ de ruines. Voilà, ce personnage féminin, parce que c'est marrant quand tu disais que le Brahman c'est un peu le lien de tout ça. Le film est vraiment raconté à travers ces 2 femmes, ces 2 générations, et à travers elles, on a l'impression que c'est un peu le fil conducteur. Mais moi, ce que j'aime aussi beaucoup, et puis je pense que c'est plus peut-être dans le roman, c'est le lien entre les 2 hommes, c'est-à-dire Aziz et le professeur Fielding, et c'est vrai qu'il y a un truc très très fort, et en fait, on se rend compte que ça se noue et ça se dénoue aussi autour d'eux, même si c'est les femmes qui... Ouais. En fait, le personnage de Fielding est censé être l'incarnation de l'écrivain Forster, qui était tombé amoureux d'un étudiant indien dans les années 10. Lors d'un voyage en Inde, et c'est clairement Aziz. C'est ça. Donc il n'y a pas de mystère. Non, les Anglais n'aiment pas le mystère de toute façon. Ça va sauter aux yeux quand on voit les scènes plusieurs fois avec eux. C'est à lui qui débarque dans sa chambre, l'autre qui prend sa douche. La douche, oui, la scène de la c'est marrant, en fait, on est dans un film de 1984, encore une fois, et que David Lean traite un petit peu à l'ancienne, je ne sais pas comment dire. Alors qu'au même moment, dans Body Double, il se passe plus de choses. En fait, moi effectivement, ça me frappe ce film par rapport aussi aux films, un peu les derniers films des classiques, je sais pas, je pense à Wilder, etc. Je trouve qu'ils ont, ou Huston, en fait, on a un truc où quand même, c'est des films qui sont un peu vérolés par la modernité, qui savent pas très bien quoi en faire, qui les traînent un peu comme des poids morts. Ici, en fait, on sent qu'il y a comme une espèce d'idéal classique qui est respecté et intact, je trouve, d'une certaine façon. Et en même temps, quand tu parlais justement de cette dimension un peu élémentale, en fait,
moi, je trouve très fort, notamment par exemple, toute la spiritualité dans le film qui passe par le motif de l'eau, qui reflète le ciel, et en fait, ça, ces moments-là de suspension dans le récit, pour moi, par contre, ne sont pas du tout classiques. Et il y a en fait, le temps, parfois, est passé avec des personnages ou sur des paysages qui ne devraient pas avoir leur place dans un montage classique. Et tout le retour à Mrs. Moore, par exemple pendant la séquence de procès et sa dilution dans l'océan, et à la fin aussi en fait le fait que le film ne puisse s'achever qu'une fois que chaque partie ait présenté ses excuses. Et ça, c'est des choses pour moi qui sont... Enfin, je trouve que c'est hyper beau et ça fait toute la beauté du film, et en même temps, voilà, je me dis, c'est drôle, c'est là-dedans qu'il échappe justement à quelque chose de trop fermé. Comment dire ? Je vais pas dire que le film il est guindé par son aspect, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de films de David Lean, il y a toujours eu ça, même dans ses premiers films, même dans Brève rencontre, dans des choses... sur des choses qui surgissent, des petits détails, des inserts, quelque chose qui existe au son. Le son, c'est incroyable. Il y a des idées. Les battements de cœur. Et après, je trouve que voilà, par rapport à l'Inde, enfin, il y a un truc un peu sensoriel qu'il fallait faire exister. Après, une fois de plus, on est dans un truc où les choses sont très, très cernées, quoi. C'est-à-dire que c'est l'Empire britannique et puis les pauvres Indiens, quoi. Il n'y a pas de... Et il n'y a que, justement, 2-3 personnages qui vont tendre la main, mais pour qui c'est pas toujours facile. Et le film respecte, je pense, justement ce que développe le roman à ce niveau-là. Je pense que tout tient dans l'art du montage. Tout est extrêmement subtil. Tu parlais de l'eau. Juste après l'épisode de la grotte, on a un plan sur l'eau qui s'écoule du bain de l'éléphant. Adela qui est enfiévrée dans son lit, très agitée, et la fenêtre entrouverte. Les grottes, c'est une lecture totalement psychanalytique. On peut vraiment le lire autrement. Et à chaque fois, en fait, Adela et Aziz se rapprochent par le montage. On s'aperçoit que quand Mrs. Moore au début dit à Adela que l'aventure existe mais qu'elle n'est pas forcément ponctuelle, le plan suivant c'est Aziz qui ouvre la fenêtre en grand. Il se rapproche petit à petit par des successions de montages justement rapprochés. C'est extrêmement subtil, et en même temps l'eau qui couve et le poisson. On a un plan mais vraiment très rapide sur un poisson qui mange ou un crocodile.